Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec, qui vous rappelle que certaines incapacités donnent droit à des mesures fiscales. Renseignez-vous. Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous accueille pour une autre belle émission de Mission Vision. C'est toujours un plaisir pour moi de mettre à l'honneur l'handicap visuel. Et aujourd'hui, bien, je poursuis dans cette lignée. Je vais avoir en studio avec moi Marc de Montlivaud, qui est un intervenant, un thérapeute en relation d'aide. Et on va pouvoir parler un petit peu de son parcours, d'où il arrive. J'aime bien découvrir les gens, vous le savez. Et tout de suite après, on va parler avec Mélanie Côté, que j'ai reçue l'année passée, qui a été une de mes invitées. Et elle devient une chroniqueuse pour parler du bonheur. Donc, on va commencer avec Marc. Allô, Marc. Je suis vraiment contente de t'accueillir. En fait, ça fait vraiment pas longtemps qu'on se connaît. Bien, on s'est pas rencontrés encore. C'est la première fois, mais on s'était échangé des messages audio. Et en fait, c'est très drôle. C'est une de mes amies qui m'a envoyé un audio comme ça, il y a peut-être un mois et demi. Et elle me dit, « Ah, ben là, je suis dans un rassemblement de réseautage, il y a plusieurs personnes et Marc, je pense que ça pourrait être un bon invité. » Et là, vous avez parti un audio ensemble comme ça. Et là, je me suis dit, oui, mon Dieu, c'est super intéressant. Donc, on va pouvoir apprendre à te connaître. Donc, toi, tu viens de la France. Hein, on peut l'entendre avec ton accent. Oui, vous allez vite l'entendre. On l'entend, mais tu es... Je peux pas me cacher. Non, c'est ça. Mais tu habites à Montréal, là, maintenant. Là. C'est ça, depuis 2 ans à Montréal. C'est ça. Mais ça veut dire que toi, tout ton parcours d'enfant et tout ça, là, c'est là que c'est différent parce que c'était à Lyon, là. Donc, c'est pas du tout la même chose ici au Québec, là, au niveau des politiques d'accessibilité et tout ça, là. C'est pas la même chose. Mais toi, dans le fond, tu es né, tu voyais, tu as eu un cancer et là, tu as perdu la vue et je pense que c'est arrivé drastiquement. Tu avais peut-être 5-6 ans. C'est ça. Et en plus, c'est que tu me disais que tu es resté 9 mois à l'hôpital? Exactement. En fait, j'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans, exactement. Et c'était un lymphome de Burkitt. C'est une tumeur qui, normalement, se trouve dans l'abdomen, mais là, qui s'est trouvée au niveau du nerf optique. OK. Et qui m'a vraiment sectionné. Elle a mangé tout le nerf optique au niveau du chiasma. Donc, ça m'a vraiment sectionné la vue au niveau des 2 yeux. Et donc, je me suis retrouvé en 1 semaine. Ça a été vraiment très rapide. Donc, ça veut dire que toi, là, petit garçon de 6 ans, tu voyais... C'est ça. J'ai eu pour moi, je dis la chance de pouvoir voir et donc de pouvoir me représenter aujourd'hui les choses autour de moi, m'imaginer, la représentation spatiale, même pour la mobilité, les choses comme ça. C'est vrai que c'est je trouve que c'est un plus, en tout cas. D'avoir vu un peu avant. Sauf que le fait d'avoir vu un peu à 6 ans, tout d'un coup, en 1 semaine, comme tu dis, de perdre, comment ça s'est passé pour le petit garçon? Écoute, plutôt bien. Oui. Ce que je dis souvent, ça fait toujours un petit peu bizarre quand je dis ça, mais je trouve que c'est l'âge un petit peu parfait pour perdre la vue. Il y a comme un peu une résilience un peu naturelle, hein, souvent chez les enfants qu'on retrouve. On est beaucoup dans l'acceptation et on n'est pas du tout dans le pourquoi ça arrive à moi et pas mon voisin là de mon palier et pourquoi ça tombe sur moi. Ouais. Donc on vit vraiment au jour le jour. Et on ne se projette pas beaucoup à cet âge-là. On ne se dit pas comment je vais faire à 20 ans pour faire mes études, quel métier je vais faire. On est vraiment, aujourd'hui, je ne vois pas comment je vais faire pour aller aux toilettes, comment je vais faire pour me brosser les dents. Et donc, en fait, on prend le problème au fur et à mesure comme ils viennent. Et donc, on ne se rajoute pas des charges mentales qui ne sont pas forcément pertinentes, mais c'est normal parce que quand on est adulte, on se projette, on réfléchit, on est beaucoup dans l'avenir, comment ça va se passer plus tard, et pas du tout à cet âge-là. Donc en fait, ce qui a été
terrifiant forcément au début, c'était de se retrouver dans le noir vraiment du jour au lendemain. Oui, parce que toi, c'est le noir total, hein? Oui, c'est même, j'ai même pas de couleur. Moi, comme c'est vraiment le nerf optique qui est sectionné, c'est vraiment, effectivement, c'est le néant. C'est ça, là. Donc, c'est ça, il n'y a pas là, l'espèce des fois de gens qui vont dire « Ah, je vois quand même un éblouissement. » C'est ça, non, moi j'ai vraiment rien du tout. Okay. Donc, c'est sûr que ça a été impressionnant, surtout à cet âge-là où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des parents vraiment formidables qui sont tout de suite positionnés dans une optique de on essaie de comprendre et on va t'accompagner comme on peut et on se met pas dans une optique de on subit ton handicap. Et ça a vraiment été vraiment une grande chance parce qu'à cet âge-là, surtout l'impact qu'a les parents et la vision qu'a les parents sur le handicap joue énormément dans la résilience de l'enfant. Parce que moi j'ai vu beaucoup de parents et je peux pas leur en vouloir, c'est normal, mais qui subissaient plus le handicap que leurs enfants eux-mêmes. Et en fait, pour l'enfant, c'est très compliqué de se développer sainement et dans l'acceptation avec ce handicap. Ah oui, hein? Quand le parent, pour lui-même, il inculque même inconsciemment parfois, mais un esprit à son enfant de « ta vie va être compliquée, je sais pas comment tu vas faire » et on peut pas leur en vouloir en même temps quand on connaît pas le handicap. Mais c'est comme les peurs, hein? C'est ça, c'est les peurs des parents. C'est ça. De dire, mon Dieu, mon enfant, sa vie va tellement être plus difficile que s'il avait ses deux yeux. Il y en a beaucoup qui projettent leur peur et même au-delà indépendamment du handicap. Il y a beaucoup de parents qui le font, mais encore plus quand il y a un handicap, parce qu'il y a des peurs encore plus grandes chez les parents. Oui. Et malheureusement, ça peut être des vrais freins pour les enfants. Et donc ça, c'est pour ça, je dis que j'ai eu de la chance au niveau de l'âge, parce que j'ai pu voir. J'étais en même temps dans un âge où je n'avais pas encore construit ma vie sociale, amoureuse. Donc je devais encore apprendre à développer ma vie comme ça. Ouais. Et voilà, et la chance aussi d'avoir eu des parents qui ont vraiment bien amené la chose tout en essayant de m'accompagner, en me dire ok, ça va être compliqué, mais on va trouver des solutions et voilà, il y a pas de problème, il y a que des solutions comme il disait. Et donc voilà, d'être dans une optique d'accompagnement comme ça, assez sain. Et ça a vraiment été formidable. Donc, mais là, ça veut dire que tu es resté 9 mois à l'hôpital. Donc, comme c'était un cancer, ça veut dire qu'il y avait aussi toute cette gestion-là supplémentaire, là, des traitements, ça. C'est ça qui a été le plus lourd, je pense. Je pense que c'était les chimios, 9 mois de chimio. 9 surtout mois. À cet âge-là où on a encore, on est quand même assez fragile encore. Oui. Ça, c'est vrai que ça a été assez dur. Et qu'est-ce qui fait, en même temps, comme je te dis, c'est pas le même, c'est pas les mêmes gestions entre le Québec et la France, là. Donc, mais qu'est-ce qui fait que tu es resté 9 mois à l'hôpital et non comme ici, là, tu fais de la chimio, mais tu y vas passer la journée, tu reviens chez vous 2 semaines, tu y retournes. Comment ça se fait que toi, ils t'ont gardé 9 mois à l'hôpital? Parce que j'avais des traitements, en fait, qui étaient tellement lourds que je devais être sous contrôle en permanence. Alors, j'avais quand même des petits retours à la maison, mais c'était, je pense, quelques fins de semaine. C'est tout! C'était très peu, parce qu'effectivement, je devais vraiment être suivi, on devait suivre l'évolution. Parce qu'en fait, la tumeur pouvait faire beaucoup de métastases. Oui. Et donc, pour nettoyer vraiment tout le corps, en fait, la tumeur est partie assez vite, en 2-3 mois. Mais après, il fallait vraiment faire un nettoyage intégral du corps à cause des métastases. De là, la chimio dans tout le corps, là, pour être sûr qu'il n'y ait plus une petite cellule à quelque part qui était cancérigène. Exactement. OK. Et donc, c'est ça qui a été le plus long, le plus fatigant, parce qu'il y avait des traitements qui ne fonctionnaient pas. Donc, on a dû essayer de nouvelles choses. Et en même temps, ce temps à l'hôpital m'a permis de commencer un peu à m'acclimater avec ma nouvelle vie de non-voyant, à par exemple commencer à apprendre à longer les murs. Oui, mais c'est ça. Toi, là, dans le fond, quand t'es rentré à l'hôpital, tu voyais, t'es sorti, tu ne voyais plus. C'est ça. Donc là, quand tu sors de l'hôpital, t'es rendu presque à 7 ans, presque à peu près. Et là, comment, justement, là, il y a comme une adaptation, mais oui, on le sait, les enfants, ils ont une résilience beaucoup plus naturelle que les adultes. Ce côté-là aussi, tu sais, on est moins dans les peurs, plus dans le moment présent. Mais toi, quand même, là, tu vas avoir, tu sais, t'es près de tes 7 ans, 2e année, probablement, ou peut-être que là, toi, je sais pas, au niveau de l'école, est-ce qu'ils t'ont fait revenir en première année? Oui, c'est ça. J'ai dû revenir en première année, mais dans un milieu spécialisé. Ah oui? J'étais dans un milieu spécialisé. Une école spécialisée? C'est ça, pour les non-voyants et malvoyants. Ah!
Et j'ai fait mon parcours scolaire jusqu'au début de mon secondaire, où là, après, au secondaire, je suis entré dans un milieu, je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais ordinaire. Ben, dans le fond, qu'il n'y a pas d'adaptation spéciale. Nous autres aussi, c'est comme le régulier. C'est ça. Et il va y avoir des intégrations Exactement. d'enfants en situation de handicap. Et ça aussi, je dis que j'ai eu de la chance parce que j'ai pu connaître les deux. Les deux. Et d'avoir les outils en école spécialisée. Et puis après, en école régulière, de pouvoir quand même commencer à m'intégrer. J'avais vraiment envie de... J'avais pas envie d'être isolé. J'avais très peur d'être isolé. Quand j'étais enfant, j'avais une peur de ne pas réussir à m'intégrer avec les voyants. Okay. Et donc, pour moi, c'était très important de partir dans un milieu comme ça régulier pour commencer vraiment à avoir des amis, me sociabiliser. Ouais. C'est toi qui as demandé? Oui, c'est moi qui ai demandé. Et mes parents aussi étaient plutôt pour cette alternative-là. OK. Y a-tu justement une adaptation quand tu es arrivé tout d'un coup dans un milieu où est-ce que là, c'est pas adapté? Alors, en France, sur l'accompagnement au secondaire en milieu régulier, c'est vraiment très, très bien fait. On est très bien accompagné. Il y a une structure spéciale qui accompagne les enfants, qui rend accessible tous les cours, qui envoie, en fait, au début de l'année, ils prennent toutes les matières de la structure et ils transcrivent les livres, en braille? les leçons en braille ou sur une clé USB pour que moi je puisse l'avoir sur l'ordinateur braille. OK. Et les professeurs me le donnaient au fur et à mesure sur les clés USB. Et moi je pouvais lire comme ça. Et donc les professeurs avaient vraiment des ressources auxquelles ils pouvaient faire appel quand ils étaient bloqués pour rendre accessible telle ou telle matière, même quand il y avait des graphiques, des choses comme ça. Okay. C'était toutes ces structures qui rendaient l'accessibilité des cours. Donc ça, c'était très bien Parce fait. que toi, dans le fond, justement, comme tu as une cécité complète, tu utilises le braille. Est-ce que tu utilises l'audio ou tu es vraiment plus au niveau du braille? Alors, pour ma scolarité, j'ai fait qu'en braille. En braille? Je suis passé à l'audio sur les synthèses vocales après, plus pour mes études supérieures. OK. Est-ce que tu as trouvé ça plus difficile, la synthèse vocale? Non, j'ai trouvé ça bien mieux. Ah oui, bien mieux, bien plus rapide, bien plus fluide et beaucoup plus de possibilités parce qu'on peut utiliser un PC normal. Oui. Et donc, beaucoup plus de facilité, même pour l'accessibilité. Non, bien plus pratique. Donc, en ce moment, maintenant, c'est encore ça que tu utilises plus, la synthèse vocale, que le braille. C'est ça. Oui, maintenant, c'est vrai que malheureusement, j'utilise très peu de braille maintenant. Ouais. Et je devrais un peu m'y remettre parce que c'est quand même important de lire en braille. Je pense, notamment juste pour l'orthographe, je pense que c'est important, surtout quand on est jeune. Quand on est enfant, je trouve que c'est important que les enfants continuent à apprendre le braille. Ouais. Parce que les synthèses vocales, c'est bien, mais on ne voit pas les mots. Non. On ne les lit pas. Et donc, je pense que c'est important. Et malheureusement, je crois que ça se perd de plus en plus. Oui, en fait, oui, ça se perd de plus en plus, là, parce que, mais là, oui, les synthèses vocales, mais ça, c'est exponentiel, là. C'est en puissance, là, tu sais, avec justement l'intelligence artificielle. Ça prend de plus en plus de place et qu'il y a toutes sortes d'applications qui existent, mais on est vraiment dans l'audio. Oui, vraiment. Et là, à ce moment-là, toi, bon, tu as fait ton primaire, ton secondaire. C'est à quel moment, à peu près, là, que tu t'es dit « Ah, moi, j'ai envie de faire ce métier-là » ? Je pense que c'est en arrivant à la fin de mon secondaire où j'ai toujours beaucoup aimé l'humain, le contact, les relations, comprendre un petit peu comment marchait la psychologie humaine, les autres, et aider aussi. J'aimais beaucoup parler, écouter les problèmes de mes amis, des gens, et si je pouvais leur apporter quelque chose, ma vision du monde ou de la situation et que ça leur faisait du bien, c'était vraiment très gratifiant pour moi. Et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me lancer dans j'ai une petite copine qui vient me voir ici. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est parce que souvent, on pense que
un chien guide va rester comme au pied, bougera pas, mais finalement, non, mais... Parfois, le curieux. Parfois, elle est curieuse. La curiosité. Elle t'aime bien. Ben oui, c'est ça. Elle veut savoir je suis qui, puis on fait connaissance. C'est ça. Mais donc, vas-y, continue. Et oui, et donc je me suis après lancé dans des études de psychologie. Donc, dès le départ, là, c'est ça, là, toi, c'était clair, tu t'en allais par là, en psychologie. Ça. Exactement, c'était vraiment une envie. Alors, j'ai pas pu commencer tout de suite en psychologie parce que c'était une école sur concours que je voulais faire. Oui. Ben, dans le fond, un concours, là, dans le fond, c'est comme tu postules, là, un peu, là. Oui, c'est ça. Et tu passes un examen, en fait, pour rentrer. Ouais. Et la première fois, j'ai pas été pris. Donc, je suis parti en kiné, en physio. Je crois qu'on dit physio ici, kinésithérapie. Oui, c'est ça. Et je suis parti quelques mois parce qu'il y a une école spécialisée en France pour les personnes non-voyantes sur ça. Donc, c'est un métier assez accessible. Oui. Et il y a des problèmes d'accessibilité pour les études supérieures en France. Alors, au secondaire, on est vraiment très bien accompagné. Par contre, après, on est vraiment beaucoup plus laissé à nous-mêmes et on doit beaucoup plus se débrouiller. Ici aussi, là. Ici aussi, c'est ça. Oui. J'allais te demander, est-ce que c'est pareil ou pas? Oui, tout à fait. Et on doit vraiment se battre beaucoup plus que les autres pour y arriver. Ouais. Et le plus problème qu'on a, c'est qu'on attend beaucoup que ce soit la personne en situation de handicap qui donne les solutions. Oui. Alors que non, c'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu connais et que tu sais comment rendre telle ou telle chose accessible, surtout des domaines que tu connais pas de base. Exact. Oui. Quand tu arrives dans tes études, tu connais pas, tu sais pas ce que tu vas exactement, tu connais la thématique, mais tu sais pas exactement le contenu des cours. Non. Et rendre accessible des choses scolaires ou même des sports ou quoi que ce soit, c'est un métier à part. C'est pas parce que tu es toi-même handicapé que tu sais le rendre accessible. Comme je trouve que c'est comme quelque si chose tu deviens expert. Tu dois être expert de... Oui, je comprends très bien. On attend beaucoup, je trouve, que tu sois expert. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal parfois à comprendre. Ça demande aussi beaucoup d'énergie, hein? Ah, beaucoup. C'est ça aussi. C'était très fatigant. Oui. Et donc, oui, c'est ça. Donc, j'ai fait quelques mois de kinésithérapie. Ça m'a pas plu justement parce qu'il me manquait le côté humain. C'était un peu trop scientifique pour moi. Ouais. Il y avait moins le côté relationnel. Oui, c'est ça. Ça me manquait vraiment. Donc j'ai retenté le concours et que là j'ai eu en psychologie. Donc j'ai pu rentrer dans cette école. OK. Donc tu es rentré en psychologie dans le fond, là, comme nous ici, un peu comme le bac psychologie. C'est ça, à l'université en psychologie. Ouais. Malheureusement, j'ai pas pu finir mon cursus à cause de problèmes d'accessibilité, justement. À cause de l'accessibilité? Ouais. Typiquement, voilà, c'était vraiment l'exemple que je te disais. On attendait beaucoup de moi que je sois expert dans l'accessibilité. Et parfois, on venait me voir et on me disait, bon, on a ça comme problème, comment faire pour un accessible secours? Moi, j'étais là-bas. Je peux vous donner un peu des idées avec mon expérience, voilà, ce que je connais comme solution, mais je ne peux pas les mettre en place. Mais non. Puis vous, il faut me dire si ça correspond, si c'est bon pour la notation. Si eux, ils n'ont pas des façons justement qui seraient plus simples. Oui, c'est ça. Exactement. Et malheureusement, j'étais vraiment laissé... c'est moi qui devais me débrouiller. Ouais. Et c'était très fatigant. Ouais. Et donc, j'ai dû arrêter. À cause d'un examen que j'ai pas réussi, mais un examen qui n'était pas accessible. Ouais. Donc ça a été un petit peu difficile. Là, tu avais à peu près quel âge? Donc là, j'avais 20 ans. OK. 20 ans, 21 ans. Ouais. Là, c'est vrai que ça a été un coup assez dur. Mais oui, parce que là, c'est comme si là, toi, c'est ça, tu voulais faire la psychologie et là, tout d'un coup, ça fonctionnait pas à cause de ton handicap. Tu sais, un peu comme si... Là, tu deviens vraiment comme handicapé, là. Exactement. Oh, ouais. Puis moi, c'était vraiment, je me sentais très bien là-bas, je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc ça a été dur, mais j'ai rebondi, j'ai eu la chance de trouver une formation en thérapie brève, systémique et stratégique. Ouais. C'est une thérapie qui ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, au TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Oui. Donc, c'est des thérapies où, en fait, on se concentre plus sur l'ici et maintenant. Donc, on va plus se concentrer sur aujourd'hui, comment on va faire
pour sortir de notre problématique avec les outils qu'on a. Et on va moins se concentrer sur le passé, l'enfance. Ouais. C'est pas une thérapie analytique. Non. Pour imager un peu ça, c'est un peu comme... je dis à mes patients, c'est un peu comme si vous vous baladez sur un chemin et que vous tombez dans un trou. On va plus se concentrer sur comment sortir du trou et moins sur pourquoi vous êtes tombé. Pourquoi, c'est ça. Je suis tombée dans ce fameux trou-là. Dans ce trou, voilà, c'est ça. Mais là, ce cours, dans le fond, c'était comme une formation à côté, comme mettons ici, on aurait le coaching, la programmation neurolinguistique. Là, c'est ça, exactement. C'est une formation professionnelle. Au privé. C'est ça, exactement. Okay. C'est au privé. Ouais. Et on a le temps de... C'est quelques jours par mois sur plusieurs années. Et donc, en fait, on peut travailler à côté, on peut... tranquillement développer sa pratique. Sa pratique ou une activité en parallèle. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé cette formation qui était vraiment très intéressante. Ouais. Et en parallèle, j'ai commencé à travailler pour un organisme, une association qui travaillait sur l'accessibilité du milieu juridique pour les étudiants en situation de handicap. Wow! En fait, j'ai un ami non-voyant qui est avocat à Paris, en France, et qui a monté cette association pour accompagner justement les étudiants en situation de handicap et essayer de favoriser leur intégration et le milieu juridique pour un peu leur faciliter justement la vie et leur rendre les choses un peu plus faciles. OK. Et c'était quelque chose qui me parlait, moi, d'autant plus avec ce que j'avais vécu et que je trouvais le projet vraiment très intéressant. Mais là, à ce moment-là, comme tu dis, là, tu travailles, tu fais cette formation-là. Là, ça veut dire que dans le fond, tu étais comme thérapeute. Comment ils appelaient ça en France? C'est ça, psychopraticien, mais je ne l'étais pas encore parce que j'étais en formation, donc je n'étais pas encore certifié. OK. Donc là, j'étais vraiment juste en formation. Et je faisais des stages ou des petits travails à côté, comme le travail avec mon ami avocat, donc dans cette association-là. OK. Mais là, après ça, tu es venu ici, t'es arrivé au Québec. Là, qu'est-ce qui fait que tu es parti de la France pour venir ici? C'est ça. Donc après, j'ai rencontré, c'est mon ex-copine qui était québécoise. Une histoire d'amour. Exactement. Et puis, j'avais déjà envie de partir un peu de Lyon depuis un moment. J'ai quelqu'un de ma famille qui était venu vivre 2 ans ici, qui avait adoré Montréal. Et cette histoire d'amour aussi en même temps, qui m'a donné aussi envie de venir au Québec. Sauf que là, tu arrives au Québec, puis là, ta formation que tu as n'est pas reconnue ici. C'est ça. Alors, elle n'est pas vraiment reconnue en termes de titre. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le titre de thérapeute en relation d'aide. Est-ce que c'est parce que tu es allé chercher la formation thérapeute en relation d'aide qui est au CRAM, là, je pense, là? Ou... Oui, c'est ça. En fait, thérapeute en relation d'aide, ce n'est pas un titre bloqué. Donc, en fait... C'est comme naturothérapeute. Oui, c'est ça, naturopathe, c'est ça. Exactement. C'est ça. Mais il y a quand même une formation dans une école qui s'appelle... qui est au CRAM, finalement. Là, c'est ça. Le CRAM donne une formation de thérapeute en relation d'aide. Ouais. Et en fait, tu peux être thérapeute en relation d'aide avec plusieurs approches différentes. Oui. Le CRAM, c'est une approche parmi plusieurs approches. Moi, je ne fais pas la même que le CRAM. Mm-hmm. Et, non, parce que tu as quand même la thérapie brève, c'est un bagage qui te suit. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Et quand même mes années de psychologie que je mets en bagage personnel. Je n'ai pas le titre de psychologue ou de psychothérapeute. Mais de thérapeute en relation d'aide. C'est ça, exactement. Mais j'utilise un petit peu forcément le bagage que j'ai appris durant mes études. Ton personnel aussi. Ma compagne, mon personnel. Ton bagage personnel et ma formation. Qui est important, là. Et après, en fait, ma formation, j'ai aussi été pendant 2 ans en supervision. Donc, je recevais des clients et j'étais encadré par d'autres thérapeutes qui avaient beaucoup plus d'expérience et qui m'encadraient pour me dire ça il faut que tu fasses ça. Ça c'est important. Donc ça c'était vraiment bien pour peaufiner ta pratique. Donc là, exemple dans le ici et maintenant, là, donc présentement, là dans le fond tu es travailleur autonome et tu as des clients que tu reçois et tu fais la relation d'aide. C'est ça exactement. J'ai un cabinet. Donc tu fais finalement ton métier de rêve. Là. Tu fais qu'est-ce que tu voulais, mais qui n'est pas le même chemin que tu avais pensé d'être avec un chapeau de psychologue, mais
tu es dans la relation d'aide. Exactement. Ce que m'a appris un peu mon parcours, c'est que on peut avoir un peu ce qu'on souhaite en utilisant en passant par plein de chemins différents. Oui. L'important, c'est vraiment de persévérer, d'essayer aussi, parce que je trouve que l'échec, c'est ce qui nous apprend beaucoup et c'est ce qui nous donne envie de réessayer, de tenter. Et c'est assez instructif, même si c'est pas facile. Oui, non, c'est sûr. C'est des défis. Là, présentement, tu habites à Montréal. Oui, c'est ça. Et, donc, tu habites à Montréal. Tu travailles dans une clinique avec d'autres professionnels? Oui, c'est ça. Je suis dans une clinique pluridisciplinaire à côté de Baudry. Mais c'est où, cette clinique? Alors, c'est boulevard Maisonneuve, au 1280 boulevard Maisonneuve. Ça s'appelle Ostéo Santé. Je suis déjà allée. C'est vrai? Oui. Ah, c'est rigolo. Mais pour ostéo? Pour ostéo? Ostéopathie? C'est très drôle. Mais oui, il y a plusieurs professionnels de toutes sortes qui sont là. Il y a les ostéos, hypnothérapeutes, physio. C'est ça. Donc, ça veut dire que tu par équipe, c'est ça. Fait que ça veut dire qu'on peut prendre rendez-vous avec toi à cette clinique-là. C'est ça. Sur Go Rendez-vous, on peut prendre rendez-vous. Sur ton site Internet? Alors, sur mon site Internet, quand on tape sur Internet Marc Thérapie Brève, on peut le trouver. OK, tout simplement Marc Thérapie Brève. C'est ça, exactement. Mais Marc, si on veut être sûr de ton trouver nom de famille, comment il s'écrit? Alors, Demontlivaud, D-E, M-O-N-T-L-I, V-A-U-L-T. OK, espace entre le D et le Montlivaud. C'est ça. Exactement. Et on peut prendre rendez-vous avec toi. On peut prendre rendez-vous, c'est ça, et j'accompagne tout type de personnes qui ont des problématiques, notamment j'accompagne aussi des personnes en situation de handicap. Ou pas. C'est ça. C'est vraiment Mais merci Marc, ça a été vraiment un plaisir. Moi, je suis très contente d'avoir fait ta rencontre et de savoir que cette clinique est pas très loin d'ici aussi. Donc, pour les gens, c'est vraiment intéressant de savoir qu'ils peuvent aller te voir. Et moi, j'encourage les gens à aller voir un thérapeute qui a une perte de vision. C'est assez magique qu'est-ce qui peut se passer. Merci Marc. Merci pour l'invitation. Merci. Et tout de suite après la pause, on va recevoir David Trudel Bergamo. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Et maintenant, j'accueille Mélanie Côté, une collaboratrice qui va venir nous parler de bonheur. Parce que je trouvais que Mélanie représentait bien cette énergie de joie de vivre. Allô, Mélanie? Hey, salut Julie, très contente de te retrouver. Oui, moi aussi, parce qu'on t'a reçu l'année passée, donc on s'était assises une et l'autre et on parlait de nos handicaps visuels respectifs. Et effectivement, c'est pour ça que je dis que pour moi, tu représentes cette joie de vivre-là, ce hop la vie, parce que juste avec nos communications qu'on a, tu m'envoies tout le temps un soleil, il y a tout le temps quelque chose de lumineux. Et je me suis dit, ça serait le fun qu'on puisse parler de bonheur, de cette énergie-là que ça demande aussi de rester dans la joie de vivre quand des fois on a des enjeux au niveau de l'handicap visuel. Et que moi aussi, ce que je trouve, c'est que de ne pas tomber dans cette positivité-là toxique que justement
Tu vas minimiser les émotions pour être absolument dans de la joie de vivre, là. Donc, moi, c'est comme un peu ça que j'avais envie qu'on fasse ensemble, tu sais, qu'on entretienne cette émotion-là, mais qu'on n'aille pas dans l'autre extrême, que tout d'un coup, on met en dessous du tapis tout le reste. C'est super important de trouver l'équilibre dans tout ça parce que on vit des situations qui sont pas toujours agréables, puis on vit des défis aussi, hein, on se le cache pas. Moi, dans le fond, je vois différemment, je pense ça comme ça. Ça fait déjà partie un peu de notre petite chronique où on était ensemble. Tu sais, moi, la première chose qui m'est venue, c'est le bonheur de la bonne humeur. Mais déjà, la façon que tu le dis, le bonheur de la bonne humeur, tu sais, c'est comme si tu viens rajouter une couche au bonheur, tu sais, donc d'être encore plus conscient de toutes ces belles petites choses-là qui peuvent nous arriver, puis que des fois, on peut oublier même, là. Oui, puis je suis allée chercher parce que quand tu m'as interpellée pour faire ces petits moments de bonheur-là, ben ça va être un petit peu plus technique, mais je pense que c'est important aujourd'hui peut-être de s'arrêter à une dizaine de lignes, puis j'ai envie de vous le lire, puis chacun va aller chercher sa petite partie qui peut leur parler. Donc, ça va être à peu près le seul petit temps un peu plus technique de nos entretiens, mais je voulais la définition que j'ai trouvée parce qu'elle m'a parlé beaucoup. Donc, peut-être qu'elle va parler aussi à certains auditeurs. Oui. Donc, le bonheur peut se définir comme une expérience subjective englobant les émotions positives, la satisfaction de vivre et un sentiment de bien-être. Il varie, ça j'adorais ça, d'une personne à l'autre et peut être influencé par des circonstances extérieures, des valeurs personnelles et la résilience émotionnelle. Hey! Fait que pour moi, c'est parce que le bonheur n'est pas nécessairement pareil pour tout le monde. Il y en a que ça peut être sentir une fleur, ça peut être avoir un rayon de soleil, ça peut être écouter un match de hockey. Il y a plein de trucs qu'on va essayer le temps de nos entretiens d'aller chercher ces petits moments de bonheur-là aussi. Oui, mais c'est parce que ce qui arrive avec le bonheur, c'est qu'on entend souvent parler du bonheur. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que... Tu sais, tout ça. Et finalement, c'est un peu comme si on attend que le bonheur nous tombe dessus. Qu'on se lève un matin et moi, à partir de maintenant, je suis dans le bonheur. Donc, ça veut dire que je suis dans le bonheur pour le reste de ma vie. Je ne vais plus jamais souffrir et voilà, c'est le bonheur. Mais c'est pas ça le bonheur, puis ça le dit dans la définition. C'est quelque chose qui est subjectif, qui bouge, qui va en fonction de ce qu'on va vivre. Donc, et la résilience émotionnelle, là, que ça, je trouvais ça vraiment très, très important là, d'en parler aussi parce que, je trouve que quand on a un handicap ou une situation qui est plus difficile dans notre vie, il y a cette résilience-là aussi qui fait que rapidement, on peut un peu plus rebondir et aller vers du positif à travers l'expérience qui est plus négative. Si je te lançais un petit défi, Julie, aujourd'hui, en me disant, as-tu quelques mots qui pourraient être des synonymes ou qui pourraient t'appeler au bonheur, toi, comme ça, là, en 10 secondes? Le premier, là, avant même que j'y réfléchisse, le premier, moi, depuis tantôt qui me revient, c'est la gratitude. Moi, c'est vraiment ça. Moi, c'est la gratitude. Quand je suis dans la gratitude, je suis dans le bonheur parce que je vais connecter avec quelque chose où est-ce que j'ai que ça soit justement, parce que moi, je suis très beaucoup dans toutes les petites... je vais dire les petits bonheurs de la vie, là. Donc, sentir une fleur, une petite brise automnale avec des feuilles qui craquent, la neige, l'espèce je vais dire de désert blanc, aveuglant avec un gros soleil. Il y a plein de choses comme ça. Moi, souvent, c'est relié à la nature. À ce moment-là, je suis dans la gratitude et je deviens
automatiquement dans le bien-être instantanément, là, parce que là, je m'arrête, je sors de mon quotidien et là, je suis dans le moment présent. Et moi, ça, pour moi, c'est ça le bonheur. C'est au-delà de dire rire ou... non. Moi, c'est vraiment m'arrêter à ce moment-là. Puis on pourrait même aller plus loin, à travers tous ces mots-là, de joie, de plaisir, de douceur, de ravissement. Moi, mon mot, ça serait respiration. Quand on prend un peu comme toi, quand on prend le temps juste de... On vit plein d'émotions dans une journée, puis avec une différence visuelle qu'on peut avoir, des fois, on peut chercher des trucs, on peut s'enfarger. Bon, il y a plein de petites choses, des petits défis. Puis, si on prend, avec les émotions qui nous envahissent, on peut prendre juste un instant de dire, OK, je mets tout de côté, là, j'arrête le moment et je respire. Et pour moi, en tout cas, des fois, il y a comme un élan de calme et de bonheur aussi qui m'envahit à travers, dans le fond, pas j'exagère, mais c'est comme, OK, prends du recul, là, puis au lieu de te laisser envahir par l'émotion qui est là, peut-être apprécier que tu es en vie, que tu as quand même Moi, c'est souvent comme ça que je reviens. Je suis quand même en santé. Oui, j'ai une problématique visuelle. Ouais. Par contre, j'ai pas besoin d'aller nécessairement à l'hôpital. De toute façon, ils feront rien. Moi, j'ai la rétinite pigmentaire. Non, je sais pas si on l'a nommé, mais il n'y a rien à faire pour ça. Donc, j'ai vraiment à seulement dire, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Puis, je suis en forme. Mon cœur va bien, mes poumons vont bien. Il y a mes yeux, mais si on prend le temps des fois de regarder alentour de nous, qui n'a rien? Qui a absolument rien? Ça fait partie du bonheur, ça aussi. Puis, ce que je trouve intéressant, parce que quand tu dis respiration et moi je dis gratitude, finalement, c'est comme si le mot est différent, mais comment ça va se vivre? Moi, automatiquement, si je suis dans la gratitude, je suis dans la respiration. Puis c'est vraiment très drôle puis le moment présent. Et moi, l'année passée, parce que moi, je choisis tout le temps un mot pour ma prochaine année. Moi aussi. Bon, moi, j'appelle ça mon mot fort, Phare. Et mon mot fort 2020, mon mot qui m'a le plus challengé de tous les mots que j'ai choisis dans ma vie, là, je fais pas ça quand même depuis 25 ans, là, mais exemple, on va dire là, depuis presque 10 ans que je fais ça. Le premier mot qui a été le pire mot, ça a été respire. Et en fait, c'est vraiment très drôle parce que quand j'ai dit ce mot-là, je me rappelle même sur le coup, j'ai dit, voyons, respire. Y a-tu un mot plus banal que ça? C'est ça. Ce mot-là, si banal soit-il, tu te rends compte pendant toute ton année comment tu respires pas. Puis comment, finalement, il y a plein de moments où est-ce que tu... oui, je respire parce que je suis vivante, là. Fait que c'est sûr que je respire. Mais non, je ne respire pas. Tu sais, il y a vraiment quelque chose... Non, tu ne t'arrêtes pas parce que... Puis tu es capable, tu sais, tu vas vivre ta vie, mais dans une espèce de mode d'adrénaline, il faut faire, de la production... Et je me rendais compte que je respirais pour survivre, tu sais, respirer des épaules, là, tu sais, mais pas une respiration profonde qui me ramène dans la gratitude. Donc, ça m'a confrontée à la gratitude que finalement, j'en avais pas tant que ça. Tu sais, j'avais beaucoup de moments où est-ce que je disais « Ah, c'est beau », mais il n'y avait pas la respiration qui était associée pour descendre dans mon corps. Donc, quand tu as dit respiration, mais ça m'a parlé beaucoup parce que c'est tellement simple, mais c'est tellement compliqué à la fois. Puis ça me parle beaucoup aussi parce qu'on se rejoint, évidemment. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Les étoiles sont bien alignées. Puis, tu sais, je me disais, comment, dans le quotidien, malgré nos difficultés, comment on peut voir le soleil dans notre cœur? Puis, j'ai pas un truc, mais ça va un peu avec comment on a discussion
se cheminent. Mm-hmm. Moi, je lance un petit défi aux auditeurs. Là, on parlait de faire un mot dans l'année. Oui. Mais moi, je vous dis, là, on va se voir à peu près une fois par mois, pas se voir, mais s'entendre. Oui. Ben, je me disais, un mot par jour pour stimuler la graine du bonheur ou par semaine, que se trouver un mot où on porte une attention particulière, parce que c'est le fun de jaser, puis d'écouter, mais comment on peut aussi semer la graine du bonheur ou voir pousser notre fleur, c'est en donnant un petit objectif aux auditeurs de dire, essayez-le, tu sais, peut-être un mot par semaine. Moi, le dimanche, c'est drôle, j'ai une petite, depuis à peu près 3-4 ans, je fais ça. Le dimanche soir, je pige une carte. Ouais. J'ai un jeu de tarot, puis je pige une carte, puis c'est un peu mon leitmotiv de la semaine. Donc, comment je vais vivre avec les autres, comment moi je me sens. C'est plein de certains messages. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas nécessairement envie de penser ou le mot vient pas. Un petit truc, t'écris plein de petits mots, bonheur, soleil ou peu importe. Mets ça dans un petit pot, puis une fois par semaine, tu piges ce mot-là, puis tu essaies de voir comment dans ta semaine tu peux le faire ressortir ou te connecter à ce petit mot-là qui peut t'apporter du bonheur. Mais et tu vois, ça, j'aime ça aussi, là, tu sais, comme je disais, tu sais, oui, un mot pour toute l'année, mais des fois, on le perd en chemin. Tu sais, dans le sens où on le perd, on va le retrouver, on va s'en rappeler, tout ça, mais des fois, on le perd parce que c'est quand même gros. Mais là, on dirait que le fait de faire ça comme à toutes les semaines, ça n'enlève pas que je vais avoir mon mot fort qui va venir comme teinter toute mon année, mais de dire qu'est-ce que je vais faire à toutes les semaines comme un petit rituel. Et ça va m'amener tranquillement vers le bonheur. Parce que ça se peut qu'en une semaine, ça va bien et l'autre semaine, ça va pas bien du tout, là, parce que dans la vie, il y a ça aussi qui se passe, là. Mais c'est pour ça que ça me fait penser un peu comme quand on fait une méditation et qu'on va déjà être en train de dire, peut-être qu'en ce moment, non, ça va vraiment pas bien dans ma vie, mais là, je m'arrête quand même. Et puis je pense que c'est souvent ça qu'on oublie. Quand on est en train de vivre quelque chose de difficile, on dirait qu'on oublie que c'est temporaire. Moi, je dis tout le temps, tout passe. Oui, puis moi, je dis toujours, ou souvent, j'aime pas tant, j'utilise pas tant les mots jamais ou toujours, je les enlève le plus possible de mon vocabulaire. C'est ça. Mais je dis souvent un peu la phrase de François Lemay, si les gens connaissent tout est parfait. Cet homme-là, tout est parfait. Puis moi, ça m'aide parce que souvent, on peut être dans le contrôle de nos émotions, le contrôle du quotidien. Puis quand on perd aussi la vision, ou qu'on l'a pas tout simplement, cette faculté-là de pouvoir percevoir, on perçoit autrement. Oui. Ça nous permet de s'arrêter, de dire tout est parfait, j'ai pas le contrôle sur ce qui est là. J'ai le contrôle sur comment je peux penser, j'ai le contrôle sur comment je peux agir aussi. Mais à part ça, il y aura toujours, on le voit avec les saisons ou juste la température, si on va vraiment dans un tunnel où cet hiver, il y a de la glace, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a les trottoirs. Moi, je suis en crampon à chaque fois que je sors parce que je ne sais pas s'il va y avoir de la glace, s'il va y avoir de l'eau, des bancs de neige. Mais on s'adapte, l'être humain s'adapte, sauf qu'à force de toujours s'adapter, à un moment donné, on le voit plus, le bonheur. Non, mais c'est pour ça que souvent, moi, je dis ça, je dis, tout passe parce que même si ça va pas bien en ce moment, mais je suis en mesure de dire non, ça va pas bien. Non, je suis anxieuse. J'ai vécu ça dans le métro, ça n'a pas de sens. Au fois, je me suis retrouvée dans le métro dans une situation où est-ce que j'ai été littéralement bousculée, là, mais vraiment, là, tu sais, les gens, là, ils m'ont passé dessus comme si j'étais une feuille de papier. J'ai volé dans le métro. Et je me suis retrouvée vraiment dans une situation où est-ce que je me suis dit, mon Dieu, tu sais, je suis dans le métro et je me sens en zone de guerre, là.
Tu sais, je suis vraiment là-dedans. Là. Tu sais, je suis en zone où est-ce que là, j'hésite entre, je vais sortir mes pieds, mes poings, tu sais, puis je vais donner des coups de pied partout, tu sais, pour tassez-vous parce que là, ça marche pas. Ou je pars à rire parce que je dis c'en est ridicule. C'est tellement absurde ce qui est en train de se passer. C'est ridicule. Mais je le sais que moi, après ça, là, je dois me ramener, là. Tu sais, je peux pas rester dans cet état-là, là, parce que je le sais que là, ça a vraiment pas bien été. Mais comme tu dis, ça se peut que là, je l'oublie, que, tu sais, que le bonheur existe. Puis si j'entretiens ça, ces émotions-là négatives, bien là, c'est là qu'à un moment donné, on le perd, le bonheur, parce que là, on voit plus le bout. Alors que moi, souvent, quand je dis « Hey, regarde, là, ça va pas bien. Là, en ce moment, c'est du n'importe quoi. Je pense que je suis en dépression aujourd'hui. » Tu sais, moi, des fois, je vais même me parler comme ça, là. Ben, c'est correct, aujourd'hui, tu es en dépression. Tu as ta fenêtre de dépression. Tu as le droit, aujourd'hui, à être en dépression toute la journée. Mais tu sais que demain matin, tu vas te lever, puis ça va être correct. Et comme j'autorise mon émotion, on dirait juste le fait d'autoriser que ça va pas bien et qu'aujourd'hui, parle-moi pas de bonheur. Ça passe plus vite. C'est comme si là, à ce moment-là, je me retrouve pas dans une lutte de dire, ben là, comment ça, là, que Mélanie, elle est tellement dans le bonheur. Moi, j'arrive pas aujourd'hui à être dans le bonheur. Mais non, aujourd'hui, j'arrive pas à être dans le bonheur. Bon, regarde, c'est comme ça, aujourd'hui. Puis chaque fois que je me lève le lendemain, ça va. Tu sais, c'est comme mon cerveau, il est rendu habitué à ça. Ça va. Le lendemain, ça va, pour vrai. Parce que je me suis pas ramassée en dualité avec moi-même pendant la journée d'avant. Puis il faut aussi essayer de voir, je comprends super bien ce que tu dis, parce que dès que tu m'as dit, hey, on va parler de bonheur, puis, OK, parler de bonheur à des personnes qui ont une vision moindre ou peu importe, comment on apporte ça, puis je sais, je vais l'apporter avec ce que je vis, puis tu dis, Mélanie, le bonheur, mais je suis pas toujours le bonheur. Je suis comme, moi, je vais vraiment voir avec la météo. Il y a le soleil, il y a les nuages, il y a la pluie, puis le bonheur, tu peux pas le vivre si tu vis pas certaines journées de malheur. Tu sais, ça va, c'est un équilibre, la vie. Ouais. S'il y a des journées que tu vas moins bien, le lendemain, tu vas t'apercevoir encore plus profondément que, il y a une petite lueur, il y a quelque chose, tu sais, puis là, ça va grandir tranquillement. Puis des fois, c'est pas juste une journée, hein, ça peut être une semaine ou un mois que ça va un peu moins bien, mais ce qui est important, c'est de s'ouvrir, puis de communiquer, d'aller, de pas rester dans sa petite bulle rouge, là, en petit moton, puis de rester seul. Le bonheur se trouve aussi à travers les autres. Ben oui, vraiment. Et on le sait, là, bon, là, on a dit la définition du bonheur, mais y a-tu comme des clés, là, tu sais, que ça, là, c'est vraiment des trucs, tu sais, qu'on peut se rappeler? Bien, souvent, on a quasiment fait un petit peu le tour de toutes ces clés-là en une entrevue, mais on va les voir, tu sais, quand on va se rencontrer, je vais emmener, on a déjà parlé du mot, mais tu sais, il y a la convivialité qui peut apporter des clés de bonheur, la gaieté, la compassion, la gratitude, ça t'en as parlé, mais tu sais, la compassion aussi, mais c'est pas juste la compassion envers les autres, c'est de l'auto-compassion. C'est hyper important pour le bonheur, ça aussi, parce que si on n'a pas d'auto-compassion envers nous-mêmes, comment on peut en avoir pour les autres si on se tape toujours sur la tête, puis « je vais mal », puis comment on peut faire pour se donner des trucs d'autocompassion? Faites des choses qui vous font du bien, que vous aimez. Vous trempez les pieds dans un bac d'eau chaude avec de l'huile essentielle. Juste ouvrir la fenêtre un petit peu si vous ne pouvez pas sortir, puis prenez 3-4 bonnes respirations d'air très froid aujourd'hui. Oui, très froid. Trouvez des
petits moments où juste s'arrêter puis dire qu'est-ce qui me fait du bien à moi. Oui. Tu sais? Puis aller au quotidien le chercher. Ça peut être des clés qui peut aider au quotidien à passer au travers tous les défis et les difficultés qu'on peut vivre là, au quotidien. Puis tu sais, quand on parlait, bon là, tu as dit, c'est ça, le bonheur, la définition, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant que je trouvais parce que, justement, moi, je trouve que les gens, souvent, ils vont rechercher le bonheur. C'est comme si le bonheur, il est à l'extérieur de nous. Mm-hmm. Mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qu'on cultive à l'intérieur de nous. Oui, puis il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Hein, ça, chimiquement, dans le cerveau. Ça, c'est la résilience aussi. C'est ça. Parce que moi, je parlais avec quelqu'un, justement, hier, je faisais une entrevue et la dame me parlait, elle a un autre type d'handicap. C'est pas du tout visuel, mais je la trouvais tellement forte et inspirante. Et c'est ça, des fois, tu te dis, mon Dieu, tu sais, on n'a pas du tout la même histoire, mais j'étais vraiment capable de connecter avec elle. Mm-hmm. Et à un moment donné, je disais ça, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit ça, là, j'ai dit c'est parce que c'est la résilience. Puis là, elle m'a dit, oui, elle dit, c'est la résilience, mais elle dit, moi, ma résilience, elle est rationnelle. Fait que là, je dis, ah oui, ben tu sais, souvent, on va dire émotionnel et tout. Elle dit, non, elle dit, moi, ma résilience, c'est rationnel. Elle dit, il n'y a personne de plus rationnel que moi. Fait que là, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, comment, tu sais, résilience, comment qu'on associe ça à finalement de la rationalité? Ben elle dit, je suis très consciente de ma maladie. Je ne me cache pas la tête dans le sable. Il y a pas, tu sais, je vis pas sur un petit nuage rose. Donc, je suis consciente. Tu sais, j'ai la conscience que j'ai une maladie dégénérative parce qu'elle aussi, c'est dégénératif, mais c'était différent. Mais moi, c'est dégénératif, puis toi aussi, Mélanie, je pense que c'est dégénératif. Oui. Hein? Bon. Oui, oui. Donc, quand c'est dégénératif, ça veut dire que c'est pas un état que je peux prendre puis que je peux dire, bon, là, je vais vivre avec ça, voici ma nouvelle réalité. Ben non, c'est comme si finalement, on ne peut plus s'appuyer sur la réalité de l'handicap parce que ça va tout le temps dégénérer, évoluer. Ben, c'est plus de dire, mais qu'est-ce que je peux faire par contre à travers ce processus-là? Puis c'est là que quand elle disait ça, je me disais, ah wow, OK, en fait, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je vais aller dire tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? Bon. Moi, clairement que si on me donne une recette magique pour le bonheur, je vais te regarder puis je vais te dire j'y crois pas une seconde parce que ça vient pas de moi. Tu sais, dans le sens que je c'est pas une baguette magique, là. Je sais que ça existe pas, en fait. Donc, de là, mon rationnel, parce que c'est vrai que là-dessus, je sais qu'il n'y a pas de baguette magique qui existe. Si c'était le cas, ce serait tellement plus facile. Il y en a une, mais elle est dans notre cœur. Mais elle est Je dirais qu'il y en a une, mais comme tu dis souvent... Mais elle est en nous. En nous, oui. Ben, c'est puis ça. Elle va être différente pour chaque personne aussi. Mais il y en a qui ont plus de difficultés à la trouver, cette baguette magique-là. C'est pour ça que je vais essayer pendant les rencontres qu'on va se voir, les entrevues, de varier, tu sais, pour essayer d'aller au moins... peut-être semer une petite graine de bonheur à quelque part qui va être avec différentes façons de fonctionner, qui peut allumer pas allumer d'autres personnes aussi. Là. Ben oui, parce qu'on peut pas dire que tout le monde, faire un câlin à un arbre, ça va leur faire du bien, hein? Ou de dire un mot par semaine. Tu sais, il y en a qui vont dire, voyons, de quoi ça me parle? Un mot, ça me fera rien, moi. Exactement, c'est ça. Mais juste les mots que tu as dit tantôt, moi, il y a plusieurs mots que tu as dit, puis ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me rendais compte, oui, compassion, bienveillance, la douceur. Tu sais, il y a vraiment plein de mots qu'on peut aller explorer et finalement, avec des actions, évidemment, et tout ça, parce que moi, je trouve ça... Moi, s'il n'y a pas d'action, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe pas. Tu sais, ça peut pas juste être un cours magistral. Là. Ça marche pas pour moi. De là, pourquoi, tu sais, je suis une fille de terrain, mais j'ai besoin d'avoir des actions concrètes
Et oui, de me dire, hey, je vais me piger une carte à tous les dimanches. Ben moi, non, mais tu comprends, j'ai du contrôle là-dedans. Là. Tu sais, je peux le faire moi toute seule chez nous parce que ça me fait du bien. Mais on le sait qu'une autre personne, ça va pas résonner là, puis j'ai une carte là. Donc c'est pas ça non plus aussi qu'on va dire aux gens. On va pas donner de recettes magiques ici. Non, c'est vraiment juste d'explorer. Moi, je suis dans l'exploration de comment l'être humain peut trouver le bonheur. Mais je suis pas une scientifique. Mais je suis non. pas une recherchiste. On est vraiment là dans le côté humain. Puis des fois, ce qui nous fait du bien, à toi, Julie, à moi, Mélanie, des fois, ça peut peut-être parler à d'autres ou juste ouvrir un horizon. Ou, ah oui, c'est vrai, je vais l'essayer, tiens. Oui. Mélanie, pour terminer, est-ce que tu as un message de lumière pour les auditeurs? Moi, j'ai quelque chose qui me branche, que je veux partager aussi. Oui. Parce que, évidemment, comme on n'a pas tout le temps une très bonne vision, la lumière nous appelle. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez ce message-là de la lumière, mais je vous dis 2-3 lignes. Vas-y. Puis ça peut être bon en se levant le matin, en se couchant le soir, dans l'après-midi, quand le bonheur est loin de nous. Je suis la lumière. La lumière passe à travers moi. La lumière m'enveloppe. La lumière me guérit. Et la lumière m'entoure. Je sais d'où ça vient, ça. Ben oui! On va pouvoir... C'est plus long, mais je l'ai coupé pour Oui, c'est ça. On va pouvoir en reparler. Merci infiniment, Mélanie. Ça a été un plaisir. Fait qu'à bientôt, puis gardez votre bonheur de la bonne humeur. Oui, c'est bon. Merci, Mélanie. Bye bye. Et je remercie mes invités pour aujourd'hui. Moi, en tout cas, je me sens réénergisée. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Merci, Mathieu, à la mise en onde. Et bien, j'ai très hâte de vous retrouver. Bye bye, tout le monde.